Extinction Rebellion depuis quelques mois. C'est la deuxième fois que je donne cette conférence-là. Ça va être un peu difficile avec tout le bruit de fond, mais bon, je vais faire ce que je peux. Non, ça y est, j'ai mis du chaud. C'est bon? Donc, cette présentation que vous allez voir ce soir, c'est une présentation qui est donnée... je fais des présentations sur moi-même. Je suis Suzy, donc je suis traductrice de métier. Je suis anglaise. Donc là, je pose mon petit clause de non-responsabilité. Je suis désolée pour les erreurs de français d'avance. Et le deuxième chose à dire, c'est que je ne suis pas du tout expert sur le climat. Donc voilà, je vais vous présenter cette conférence-là qui est donnée partout dans le monde par Extinction Rebellion en ce moment, enfin depuis que le mouvement est né. Le but, c'est d'appeler à un sursaut collectif. Vous allez voir, la première partie, ça parle surtout de la science sur le climat, sur les problèmes climatiques. C'est assez dur. Première partie. Deuxième partie, on va passer sur les choses un petit peu joyeuses. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Extinction Rebellion et pourquoi? Donc, si vous avez des questions, c'est peut-être bien de les garder. On va faire une petite pause au milieu, je pense, et puis on fera des questions à la fin. Donc, on va peut-être laissez-moi faire la première partie, et puis après, on en parle si besoin. Donc la première partie, dire la vérité sur la science. Donc j'imagine que je suis dans un milieu où vous avez quand même pas mal de connaissances sur le problème dont on va parler. Donc je ne vais pas traîner très longtemps sur la science, mais on va regarder quelques slides quand même. Okay. Donc le premier, il est important de penser, enfin vous allez peut-être faire une partie de ce chemin-là. Voilà, vous allez peut-être sentir des émotions, vous les sentez déjà, j'imagine. En tout cas, c'est vraiment une partie du processus. Hein. Moi, je suis arrivée là, devant vous ce soir, alors c'est pas évident de donner une conférence comme ça, parce que j'ai passé par toutes ces phases-là, et assez rapidement, parce que j'étais moi-même sensibilisée aux questions climatiques, hein, mais comme tout le monde, j'avais pas vraiment le temps de creuser, de lire les rapports du GIEC qui sortaient, etc. Je me disais, oui, il y avait un problème. Et en fait, lors de mon taf, un jour, je me suis retrouvée à traduire un tribune de Jean Jouzel, donc climatologue au GIEC. Et là, j'ai vraiment compris qu'en fait, on a très peu de temps pour faire quelque chose, hein, avant d'arriver à un stade archi grave. Donc en fait, assez rapidement, dans un mois, je suis passée par tristesse, colère, peur, pas dormir la nuit. Et c'est à ce moment-là que je suis passée à l'action. Vraiment. Donc, depuis, j'ai arrêté de travailler. Je passais, en fait, mes journées à travailler sur les questions du climat. Voilà. Donc, la première chose que je veux dire, pour juste résumer un peu la problématique, c'est qu'on n'est pas ici sur une question de réchauffement climatique. Le problème est beaucoup plus complexe, beaucoup plus grave que ça. Si on considère en fait les 6 sphères qui soutiennent la vie sur Terre, on a les lithosphères, donc la croûte dans laquelle on extrait nos ressources, l'hydrosphère, l'atmosphère, le pédosphère, tous nos sols, le cryosphère, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le biosphère. Tous les voyants sont en alerte rouge. Donc je vous apprends rien, hein. Passez au prochain slide. Donc, quand on considère le 7e sphère, si tu veux, l'activité humaine en croissance exponentielle, et on le met en opposition avec la biocapacité de la planète, donc sa capacité à encaisser cette empreinte humaine, ben, on est largement en dépassement. Enfin, je vous apprends rien. Passe au prochain slide. Donc, combien de planètes de Terre, enfin, vous connaissez tous, hein, on est largement, enfin, le jour de dépassement en France, vous avez tous entendu parler, c'est au mois de mai. En fait, pour subvenir à nos besoins, nous, on a besoin de 2 planètes. Donc, la question qui se pose vraiment, c'est est-ce qu'il est vraiment réaliste d'imaginer que nos sociétés humaines peuvent perdurer quand, dans toutes les sphères qui soutiennent la vie sur la planète,
On a dépassé les limites. Voilà la vraie question en fait. Hein. Donc je vais parler de quelques-unes de ces sphères. Enfin voilà. La première chose, c'est la biosphère. Enfin, la biodiversité pour certains. Pour beaucoup, j'ai l'impression, la nature, c'est vraiment juste une ressource comme une autre qu'on peut exploiter à nos besoins, mais en fait, forcément, c'est beaucoup plus fondamental que ça, parce que c'est cette biodiversité-là qui nous fournit énormément de services, gratuitement d'ailleurs, qu'on a besoin pour manger, respirer, rester à la bonne température, etc. Donc, vous avez tous vu, j'imagine, le rapport IPBES, au mois de mai. Donc, si vous n'avez pas lu ce rapport, je peux vous donner quelques petits chiffres, cités du rapport. Donc, plus de 40% d'espèces d'amphibiens, près de 33% de récifs coralliens, et plus d'un tiers de tous les mammifères marins sont menacés. Alors, il faut savoir que ces panels intergouvernemental au niveau des Nations Unies sont plutôt conservateurs hein, dans leurs données. Parce que le but, c'est de trouver un consensus dans toute la littérature scientifique du monde. Quoi. Donc pour trouver un consensus, déjà tout ce qui est un petit peu alarmiste, ça saute. Hein. Donc ces données-là sont des données conservateurs. Hein. C'est pareil pour le GIEC. Il ne faut pas oublier ça quand on lit ces rapports. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre 1 billion d'espèces menacées d'extinction sur la planète. C'est un taux de 200 espèces par jour qui s'éteignent. Donc, voilà. On peut passer aux prochaines slides. Donc, en conclusion, nous sommes en train d'éroder les fondements même de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. Donc, quand on va voir ces crises, augmentation de température, perte de biodiversité, forcément, on va avoir du mal à produire assez de nourriture pour tout le monde. Par contre, la population, elle explose. Hein. Donc, les deux choses mises ensemble, ça peut être assez catastrophique. Donc, c'était en 1972 la première prévision de l'effondrement de la société. Donc, ce rapport Meadows a été commandé par un think tank qui s'appelle le Club de Rome. Ils ont prévu que la population allait continuer à exploser et que la production industrielle allait continuer à exploser, chose qui s'est réalisée. Et dû à un épuisement de ressources, il allait arriver un crack. 2030, ils l'ont prévu. Et en 2010, ils ont fait une révision de ce rapport-là. Et ils ont vu que toutes les prévisions en fait, qu'ils ont mis dans le rapport étaient plus ou moins vraies. Enfin, étaient vraies. Il y a juste un truc à savoir avec ce rapport-là. Il n'a pas pris en compte le réchauffement climatique. Ok. Donc, parlons un petit peu de la fameuse question de réchauffement climatique. Donc, vous connaissez tous le GIEC. Alors, je suis où dans mes slides? Donc, le GIEC, voilà, est comme je vous ai dit tout à l'heure, un ensemble de scientifiques qui travaillent sur les questions climatiques et qui essaient de trouver un consensus sur les sciences climatiques. Voilà. Le problème, c'est que, comme vous le savez tous, nos émissions de CO2 explosent. Donc, en fait, on est en ce moment à 415 parties par million. Et sur la courbe, vous voyez bien, depuis le début de l'ère industrielle, que ça explose. Donc, la première fois qu'on nous a averti des dangers d'un réchauffement de la planète, c'était en 1990. Et on nous a dit qu'il faut éviter d'arriver à un niveau de réchauffement de 1 degré par rapport à avant l'ère industrielle.
qu'est-ce qu'on a fait dans ces 30 ans-là? Ben, on a explosé nos émissions pour arriver aujourd'hui à une augmentation de 1,1 degré. Donc on peut imaginer certains qui disent bah, un dixième de degré, c'est pas grand-chose en fait. Mais il y a un chiffre que moi j'ai appris que j'ai trouvé assez intéressant. La température sur la planète moyenne, avant l'ère industrielle, était de 15 degrés. Il y a 10 000 ans, dans la dernière période glaciaire, il y avait 3 km de glace sur la France et le niveau de mer était de 120 mètres plus bas. Ben, la température moyenne de la planète à ce moment-là était de 10 degrés. 5 degrés de différence. Ok? Donc on va voir si ça marche dans l'autre sens, ce que ça pourrait donner. Ben, là, je ne vous apprends rien. Toutes ces conséquences-là qui sont citées ont déjà commencé. Voilà, à 1 degré et 1 dixième. Okay. Alors, là, on passe aux parties intéressantes. Qu'est-ce qui se passera si on ne fait rien? Okay. Ben, la Banque mondiale nous dit que plus de 100 millions de réfugiés climatiques en 2050. Tac, prochaine slide. Et là, c'est une carte donc, de la planète à 4 degrés. Donc en fait, c'est en anglais, c'est le nombre, tout ce qui est très très rouge, c'est le nombre de jours au-dessus d'une canicule mortelle. D'accord? Donc pourquoi mortelle? Ben, la chaleur et l'humidité dépasseront ce que le corps humain peut supporter. Donc, il y aura plusieurs milliards de réfugiés climatiques. En fait, si on ne fait rien et on arrive à 4 degrés, donc c'est prévu pour la fin du siècle, donc dans 80 ans, si on reste sur le trajectoire actuel, on arrive à ces températures avant 2100. Ben, les régions habitées par 75% de la population mondiale deviennent inhabitables. Ça laisse 25% des régions où on habite vivables, avec 10 milliards prévus de population. Si vous voulez des références pour tous ces données et ces chiffres-là, je les ai à la fin du PowerPoint, donc vous pouvez regarder, vous pouvez me demander. Donc, est-ce qu'on voit l'Europe pas touchée là, enfin dans le slide avant, mais là c'est Météo France et le CNRS qui prévoient ces températures pour 2050. Donc moi j'habite tout en haut là, enfin vous aussi, enfin c'est le plus chaud pour une fois. Voilà. Et au niveau de l'eau, est-ce que ça serait un problème? Bah oui, parce que ça l'est déjà. Donc, cet été, là, 55 départements ont eu des mesures de restriction, 18 en crise. 7 communes de Corrèze ont mis en place des rotations de camions-citernes pour alimenter leur réseau d'eau potable. Mais il y a encore pire. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de ces boucles de rétroaction positive? Parce que si vous connaissez tous, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout le monde connaît. Y a pas... Vous voulez tout savoir? Bon, là, donc, ici on cite 4 de 12 boucles de rétroaction positive qui ont été prévues, enfin simulées. Donc, le plus connu, c'est peut-être l'effet albédo, enfin les deux premiers. Donc, la glace fond. La glace reflète la chaleur. Quand elle fond, il y a de l'eau qui, lui, il est sombre, donc il absorbe la chaleur, qui fait que l'océan chauffe, qui fait que la glace fond plus vite et ça s'auto-alimente. Ok? C'est exponentiel, merci. Voilà, en fait, ces boucles-là, l'idée c'est qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça mène
Alors, il y a deux choses. On nous dit que ça va se déclencher entre 2 et 4 degrés de réchauffement. Et quand ça se déclenche, on arrive à quelque chose qui s'appelle l'emballement climatique. Donc ça veut dire que quand ça se déclenche là, à ce moment-là, on dit « Oh, vite, il faut tout arrêter d'émettre de CO2 ». Ben, ça ne change rien, c'est trop tard, c'est parti, et on peut... Enfin, il n'y a pas moyen d'arrêter le processus. Okay. Donc le permafrost qui fond, et en plus 70 ans plus tôt que prévu, juste pour la petite histoire, contient des poches de méthane. Donc quand ça fond, ça dégage la méthane qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2, donc qui chauffe, qui fond plus vite le permafrost, etc. Et donc c'est pareil, quand les arbres crament, bah, c'est des arbres qui absorbent du carbone, donc quand ils crament, bah, il y a moins de carbone, enfin, etc., etc., etc. Donc, quand ce phénomène se met en route, les prévisions sont vraiment la planète étuve, donc 7 degrés, 10 degrés de réchauffement. Il n'y a plus personne sur la planète. Enfin, à 5 degrés de différence, on avait 3 km de glace sur la France. Quand c'était plus bas, 5 degrés de plus, je vous laisse imaginer. Bon. Il faut dire que maintenant, c'est le moment d'agir. C'est maintenant. C'est pas en 2050 qu'il faut réduire des émissions à zéro. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tout le monde se mette en mouvement, qu'on sort nos têtes du sable. C'est maintenant. Voilà. Donc ça, c'est un petit résumé de la situation qu'on a vue dans la première partie. S'asseoir. Donc voilà, on a vu qu'on parle vraiment de la plus grande crise que l'humanité a jamais vue. Enfin voilà, je vous apprends rien de nouveau. Peut-être quelques-uns des chiffres, vous n'avez pas encore pris conscience, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, si on écoute le message du secrétaire général de l'ONU, je pense qu'il parle juste. Il faut qu'on agisse avant 2020. 2020, c'est en 3 mois. C'est dans 3 mois. Prochaine slide. Ou comme dit Greta Thunberg, il faut qu'on transforme nos émotions en action. Mais pour cela, on a un grand défi. Il va falloir qu'on combatte le déni collectif. Alors c'est un mode de protection si tu veux. Les gens se mettent en déni parce que comme ça ils n'ont pas besoin de changer leurs habitudes, faire face à la situation. Mais en fait, c'est très très néfaste. Hein. Si tu as un cancer, une tumeur et que tu mets ta tête dans le sable, les conséquences sont assez graves. C'est en train de s'effondrer là déjà. Voilà, donc Extinction Rebellion souhaite dire la vérité. Il souhaite que la vérité éclate, même si cela conduit à une paralysie de masse, parce que c'est après cette étape de sidération qu'on passe à l'action. Donc c'est une solution. Hein, les très riches, ils ne sont pas dans le déni, ils sont en train de construire des bunkers de luxe. Il y a des sociétés qui se montent un peu partout pour prévoir des bunkers dans lesquels on va se réfugier, si on a assez de sous, dans le grand luxe et à l'abri de toute la violence et la catastrophe qui est en train de se faire ailleurs. Ça ne va pas les aider non plus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent ? On a essayé de mettre un peu de confiance dans nos hommes politiques, on est allé voter, peut-être pas pour Macron, mais on est allé voter quand même. Et le bilan n'est pas super positif. Au contraire, en fait, on est en train de faire les marches arrière un peu partout dans le monde. Moi, nous, on organise une marche pour le climat ce samedi à Yvetot. Et j'étais en train de donner des flyers aux gens sur le marché. Et en fait, énormément de gens pensent que les politiques ils vont nous apporter les solutions. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas.
Donc cette année, le Haut Conseil pour le climat a dit clairement que les politiques ne faisaient pas ce qu'il faut. Donc voilà, on n'est pas des anarchistes, des extrémistes, enfin, on est bien d'accord. On a essayé la voie juridique, donc la pétition, l'affaire du siècle. Moi j'y croyais en fait. Voilà, 2 millions de signatures. La réponse de l'État, ce n'est pas à des juges de forcer le gouvernement à prendre une loi, et c'est aux citoyens et citoyennes de faire un effort. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour vous dire, c'est le moment de faire un effort, ok? Nous avons essayé les campagnes traditionnelles, on a fait des marches pour les marches du siècle, on a fait des boycotts, on a fait des pétitions. Ça avance pas assez vite. Donc voilà, ça n'a pas marché non plus. Et puis si chacun faisait sa part, si chacun changeait ses habitudes, j'entends souvent ça aussi, hein, bah c'est pas suffisant non plus. Hein. Il faudra réduire chacun son bilan carbone par 6. Donc en fait, c'est chacun il laisse sa voiture au garage, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais pour réduire nos émissions planétaires à 0, c'est pas chacun sa geste à la maison, quoi. Donc Kate Marvel, elle dit que souvent on lui demande c'est pas très joyeuse ton histoire, en fait, dites-nous quelque chose qui nous donne espoir. Elle dit, elle en a plus. Et si tu tapes encore, en fait, c'est pas de l'espoir qu'on a besoin, c'est du courage. Nous avons besoin d'une mobilisation d'une ampleur qu'on a vue la dernière fois dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est les citations de plusieurs gens qui disent que vraiment on est dans une situation de guerre. En fait, on va y arriver, enfin on y est déjà. L'histoire nous montre que quand on décide, passe au prochain slide, en fait on y arrive. Quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale mondialement, en Angleterre, on a réussi à diriger plus de la moitié des dépenses du pays dans la guerre, la moitié des dépenses. En ce moment, on est en train de les diriger vers un Brexit. Enfin, ça fait pas sens. Il y a pas. Enfin, c'est une question d'une décision face à une urgence. Ça a été fait. L'espoir meurt, l'action commence. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience, perso. Regardons l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Enfin, le droit qui est violé là, c'est le droit à la vie. Hein. Enfin, si c'est pas le nôtre, c'est la biodiversité sur la planète déjà. Donc, nous avons le droit et le devoir de se rébeller. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des femmes et des hommes qui ont fait de la résistance contre les nazis. Il y a des moments dans l'histoire de l'homme où il faut se bouger. Voilà. Et rebeller, parce que ce n'est pas nos politiques qui vont le faire à notre place. En plus, en France, on a la chance de pouvoir le faire. L'année dernière, il y a 180 militants du climat qui ont été assassinés dans le monde. J'ai écouté une émission sur le Brésil. Là, c'est un peu chaud d'être militant du climat. Ici, sur les actions que j'ai faites avec Extinction Rebellion, je ne me suis jamais sentie en danger. Donc, on peut se rebeller dans ce pays-là. Donc, en fait, on ne parle pas d'insurrection ici pour Extinction Rebellion. En tout cas, la stratégie choisie, c'est la désobéissance civile non violente. Et j'insiste là-dessus, hein, non violente. Et donc, pourquoi? Ben, la seule chose que le pouvoir ne sait pas gérer, c'est des militants pacifistes, en fait. Voilà, dès que tu passes à la violence, tu joues sur leur terrain. C'est récent, donc ça a été créé en mars, mais en Angleterre, la rébellion a été déclarée en mois d'octobre, donc ça fait
petite année. Et en France, le 24 mars. Donc c'est un mouvement qui est jeune, qui a été créé par un groupe d'activistes qui ont étudié la désobéissance civile comme forme d'action. Et je peux passer au prochain. Donc le mouvement a 4 revendications. Donc ce sont 4 revendications assez fédérateurs. Ça ne chipote pas sur la science, ça ne chipote pas sur les solutions. La demande, c'est de passer à l'action. Donc, la première revendication, dire la vérité. Le message, c'est vraiment de dire la vérité. Les premières victoires, le Royaume-Uni, l'Irlande et France ont déclaré l'urgence climatique depuis la naissance de ce mouvement-là. Et notamment en Angleterre, c'était directement lié à l'action d'avril dernier, le rébellion du printemps, où 10 000 rebelles Extinction Rebellion ont bloqué le centre de Londres pendant 10 jours. Et vous avez peut-être vu les images, il y avait un bateau rose où c'était marqué « Dire la vérité ». Ils avaient une revendication par pont ou par espace occupé, en fait. Et c'était dans la foulée que le gouvernement britannique a déclaré une urgence climatique. Après, les revendications, c'est pas de signer un bout de papier qui vaut rien, ce qui est un peu ce qui s'est passé, parce qu'on est en train de construire une 4e piste sur l'aéroport de Heathrow, mais c'est un début. Alors, voilà, la 2e et 3e revendications sont relativement claires, donc je ne vais pas passer du temps dessus. Le 4e, cette idée d'assemblée citoyenne. L'idée, c'est vraiment de reviser, rénover la démocratie, parce que clairement, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas les citoyens qui ont les solutions, mais en lien avec les experts, les personnes qui ont des connaissances, ils peuvent prendre des décisions qui ne sont pas influencées par les lobbies, le vote qui va suivre en prochaines élections, etc. La non-violence est la stratégie retenue, pas seulement pour les questions morales, mais parce que ça marche. Donc ça a marché, on va voir sur la prochaine slide des exemples. Vous êtes peut-être au courant. Moi, je ne l'étais pas. Voilà, ça donne un avantage tactique et moral face au pouvoir. Et c'est aussi une façon d'agir qui largement met la population de ton côté. Et moi, j'ai vu ça sur le terrain. Et surtout depuis que sur le pont de Sully, on se fait gazer comme des mouches. Bah, en fait, depuis, les réponses policières et de la population a complètement changé. Donc, en fait, l'effet boomerang fait que la répression policière, en fait, nous sert pour nos actions futures. Enfin, c'est l'observation qui est faite en France cette année. Donc, peut-être les 3 exemples principaux de la désobéissance civile non violente et ses effets. Mahatma Gandhi pacifiquement mobilisé le peuple indien pour le pouvoir contre le pouvoir britannique. Rosa Parks aux États-Unis ne s'est pas levée pour donner sa place à un blanc dans un bus et a enchaîné un mouvement énorme de désobéissance civile, suivi aussi par les blancs qui disaient que la situation n'était pas juste. Et ça a contribué à renverser le système ségrégationniste. Voilà. Donc, les gens considèrent comme légitime la désobéissance civile quand ça attaque aux injustices. Et là, le climat, de façon métaphorique, a changé. Et les gens, maintenant, sont au courant qu'il y a un problème avec le climat. Donc, ils sont encore plus favorables. Voilà, il y a encore plus de soutien des populations qui ne sont pas prêtes à aller dans la rue se rebeller, mais qui disent heureusement que quelqu'un le fait, quoi. Vas-y. Donc la stratégie globale de Extinction Rebellion, c'est l'escalade. Donc, elle se résume en trois phases. Première phase, c'est grandir les rangs. Donc, on donne la présentation, on parle aux gens, on forme les groupes locaux.
Voilà, on partage les expériences. Après, il y a une phase de construction ensemble qui est vraiment important et vrai. Les désobéissances civiles ne se improvisent pas. Les formations sont dispensées. On apprend comment faire, on apprend comment réagir face aux situations qui peuvent être des situations qu'on n'a jamais connues. On réfléchit aux moyens d'action, on réfléchit aux impacts de nos actions sur la population, sur... tout est pesé, réfléchi. Cette année, il y avait un camp d'été Extinction Rebellion d'une semaine où on a passé les journées à apprendre ensemble, discuter ensemble, rigoler ensemble. Enfin, cet aspect-là est très important. Et donc, la troisième phase, la désobéissance. Donc, les actions. Il y a 2 grandes rébellions internationales par an. Enfin, c'était le cas cette année. Le premier, c'était en avril. Le deuxième, c'est en octobre. Vraiment des mouvements qui se jouent au même moment dans les villes capitales du monde et qui sont censés durer et vraiment faire un pause dans le système économique partout dans le monde pour tirer la sonnette d'alarme. Et après, les petites actions locales qui peuvent avoir but de sensibiliser du gens, pour mobiliser des gens dans le mouvement. Voilà. D'autres actions donc, qui ont eu lieu en France. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez suivi cette action-là à la Défense? C'était pas Extinction Rebellion qui ont organisé, ils ont participé. C'était 2000 militants désobéissance civile. Avec COP21 qui était l'organisation qui ont organisé. Il y avait eu une arrestation dans cette action-là, et c'était parce que quelqu'un a cassé un vitre. Voilà. Après, ça c'était donc Extinction Rebellion, ils ont versé du faux sang pour tirer la sonnette d'alarme sur du monde, enfin du vivant. C'est un mouvement qui joue beaucoup sur le visuel, hein, l'impact visuel de ces actes. Et ils ont nettoyé tout le rouge avant de partir. Bon. Ça, c'était aussi un VCOP 21. Et j'espère que vous avez suivi, que le juge à Lyon... Ouais, vous avez tous suivi? Bon, très très bien. Ben, c'est une très bonne nouvelle pour les mouvements de désobéissance civile, en tout cas. Le Pont de Sully, ben, on était 400. Moi, j'étais avec mes enfants. C'était très chouette, ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Donc, dans 3 semaines, c'est la rébellion internationale de l'automne. Donc, là, c'est à Paris que ça se passe. Il y a des blocages massifs qui sont prévus pour la semaine qui débute le 7 octobre. Il y a une cérémonie d'ouverture le 6, le dimanche, pour les gens qui travaillent. Et vous pouvez trouver les infos sur Facebook. Et si vous avez envie de rebeller, ben, venez me voir après. Donc, en sachant que c'est un mouvement qui existe depuis un peu plus d'1 an, il a réussi à s'aimer pas mal sur la globe. Voilà, c'est très important, je pense, de faire partie d'un mouvement international parce que c'est très facile. Enfin, on entend ça beaucoup en France. Ah bah si nous on fait des trucs, ils vont polluer là-bas et puis ça va changer rien. Enfin, il faut qu'on se mette en mouvement au niveau planétaire, hein, sinon on va pas s'en sortir. Donc les principes et valeurs, c'est un mouvement décentralisé. Donc il n'y a pas de chef, il y a les principes et valeurs. Et pour faire partie du mouvement, il suffit d'adhérer à ces principes et valeurs. Donc ça fonctionne beaucoup avec l'intelligence collective, l'énergie de chacun, et ça a l'air de marcher pour l'instant. Donc pourquoi c'est important de nous rejoindre? Ben, d'abord parce que la rébellion on ne peut pas le faire à votre place. Donc toutes les rebelles XR sont des gens comme vous, ils sont vieux, ils sont jeunes, ils bossent pas, ils ont des enfants, ils n'ont pas d'enfants, enfin ils sont des enfants, il y a beaucoup de jeunes dans le mouvement. Mais il y a besoin de masse critique pour faire des changements qui ont
un impact. On cite 3,5%, moi je trouve que c'est assez abstrait comme chiffre. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de tout le monde, mais on a besoin de masse critique. Hein. On a besoin d'être nombreux sur les points de Paris. Voilà, donc j'arrive au bout de cette conférence-là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis j'espère que je vais vous voir tous donner cette conférence dans vos réseaux bientôt. En tout cas, si vous avez des questions, je ne suis pas sûre de pouvoir les répondre à tous, mais je suis disponible en cas de besoin. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est juste pour rebondir en fait. Sur le programme, il y a marqué que demain à 17h30, il y a justement une formation à l'action non violente qui est organisée ici par le Mouvement pour une action non violente. Et deux têtes, ça doit être le samedi et le dimanche 5 et 6 octobre à Rouen est organisée une formation de clowns militants, clowns désobéissants par Xavier Renoux, et je pense que ça rejoint tout à fait ce que vous proposez. Donc voilà, c'est pour les gens qui seraient intéressés, ne pas hésiter. Demain, il y aura des gens du Mouvement pour une alternative non violente qui seront là, et je pense que ça rejoint. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait la formation de Xavier Renoux, c'était super. Je vous encourage. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait de formation à l'action non violente, c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Vous avez vu l'action qu'il y a eu à la Défense. Tous les gens qui ont participé à l'action à la Défense, il y avait 2000 personnes, ont eu une formation à l'action non violente. Il n'était pas possible de venir comme ça pour dire je veux participer. Chacun avait son rôle et chacun avait fait sa formation la veille, l'avant-veille ou alors 6 mois avant. Mais donc ça nécessite vraiment un cadrage pour éviter justement les problèmes avec la police, etc. Puisque c'est dans ce cadre-là que ANV fonctionne et que vous fonctionnez aussi, d'après ce que j'ai compris. Bon, après, c'est pas le cas de tout le monde, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, on fonctionne comme ça. Oui, c'est important pour avoir un mouvement qui continue dans le temps, en fait, qui perdure dans le temps. Donc, en fait, dans chaque mouvement Extinction Rebellion, il y a une équipe de coordination qui pour les raisons de confidentialité aussi, qui ont le main là-dessus pour cette action-là. C'est pas toujours les mêmes. Voilà, donc après, chacun a son rôle, donc avec plus ou moins de risques. Il y a des rôles qui sont très bas risques et d'autres rôles qui sont plus dans le front. Et il y a les rôles pour être en contact avec la population, pour expliquer les actions qui sont faites, pour discuter avec les gens. Donc, tout ça, vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, il y a pas mal d'informations sur le site. Et puis, voilà. Ma question, c'était de savoir, est-ce que cette année, dans le processus de développement d'Extinction Rebellion, est-ce que vous avez regardé un peu du côté du mouvement des Gilets jaunes, qui est venu bouleverser un peu la question de la conflictualité politique? J'ai juste un exemple à vous donner, c'est que le 8 décembre 2018, il y a eu des marches pour le climat un peu partout en France, mais il y avait aussi l'acte 4 des Gilets jaunes, qui était du coup la 4e semaine de mobilisation d'un mouvement qui entendait bloquer les ronds-points, bloquer l'économie, c'est-à-dire bloquer effectivement les flux de marchandises, les émissions de CO2, même si c'était pas consciemment prévu pour ça, mais en tout cas c'est l'effet que ça a eu. Et du coup le 8 décembre, il y a eu ces marches pour le climat, il y a eu ces actes de Gilets jaunes. Et le 10 décembre, lorsque Macron est intervenu pour parler du problème social qu'il y avait en France, il n'a pas dit un seul mot sur la question du climat. Il a uniquement parlé des Gilets jaunes, il a concédé 100 € de prime d'activité, qui était, je ne vais pas revenir là-dessus, qui était une enfumade totale, mais toujours est-il que la question des Gilets jaunes est venue doubler la question du climat, pour la simple et bonne raison que des milliers de gens étaient acculés à des conditions sociales abjectes, qu'il y avait une nécessité, il y avait une urgence, et il y a eu des pratiques qui étaient motivées par l'urgence. Le blocage, l'affrontement, l'assaut des lieux de pouvoir, et quelque chose qui ne se posait pas la question de est-ce qu'on est violent, est-ce qu'on est pacifiste, est-ce qu'on plaît aux gens ou est-ce qu'on ne plaît pas aux gens. La question c'était est-ce qu'on se bouge, parce que là, il n'y a plus le temps. Et voilà, moi j'ai l'impression que toujours brandir la question de la non-violence comme un principe immuable, je dis pas qu'il faut être violent ou non-violent, pour moi c'est une mauvaise question. C'est une mauvaise question dans la mesure où chaque fois on doit se la reposer. Peut-être qu'il y a des moments
où face à nous, il y a un tel déferlement de violence que la question du blocage, la question de faire payer à ceux qui en fait sont les responsables du désastre, c'est pas quelque chose à évacuer si facilement. Et selon moi, ce qui illustre le mieux cet argument, c'est la question des Gilets jaunes. Donc je voulais savoir s'il y avait eu, parmi Extinction Rebellion, des débats internes sur cette question-là. Oula, ça n'arrête pas les débats internes sur ces points-là. Moi, je vais donner mon avis. Moi, je comprends l'efficacité de ce mouvement-là dans une mobilisation de masse, et je pense qu'on peut massifier le mouvement quand on reste dans la non-violence. Donc le cadre est posé chez Extinction Rebellion. Il y a d'autres mouvements où pour l'instant, au sein d'Extinction Rebellion, la non-violence est un principe. Ça se discute souvent, mais pour l'instant, le principe reste la non-violence. Et moi, j'adhère à ce principe-là. Enfin, moi, je suis une âme pacifiste, donc ça me va. Mais je pense aussi que le mouvement d'Extinction Rebellion a été plus structuré depuis le départ que le mouvement des Gilets jaunes. Les principes et valeurs ont précédé en fait le mouvement, alors que les Gilets jaunes, ça a été un peu évolutif dans le temps, je pense. Donc, mais ce principe de non-violence était posé dès le début, en fait. Bon, à votre question. Ah, il y a d'autres questions? Une convergence de lutte quand même entre XR et les Gilets jaunes, puisqu'il y a des tas d'actions, même sur les XR Rouen, où on se retrouve ensemble autour d'une action. Donc voilà, c'est bon. La convergence des luttes est clairement un but affiché. Le 5 octobre, il y a le début de la rébellion internationale d'octobre. Il y a une action convergence de lutte, hein, avec tout le monde ensemble. Voilà.